Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une lecture ensemble. Alors nous avions commencé les chroniques italiennes de Stendhal que je vais poursuivre dès à présent. Alors Stendhal, à qui on doit le célèbre roman Le Jour et le Noir, a écrit donc ces chroniques italiennes après avoir découvert des manuscrits racontant certaines histoires qui se sont déroulées en Italie au XVIe siècle. Et il a décidé d'en rapporter quelques-unes donc, dans cet ouvrage qui a été écrit entre 1836 et 1839, bien qu'il ait été publié après la mort de Stendhal en 1855, il me semble. Je vais donc reprendre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On lit tous vos petits commentaires avec beaucoup d'attention. Merci pour cette fidélité et pour les nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent. Bienvenue dans cette émission littéraire qui vous fait redécouvrir les classiques de la littérature française, mais aussi des romans contemporains, des pièces de théâtre, des scénarios de films et des interviews d'auteurs sur ce canapé. Très bonne soirée à tous. Cet homme, qui l'on ne peut le nier, avait reçu du ciel une sagacité et une bizarrerie étonnantes, fut fils de Monsignor Sancy, lequel, sous Pie V, s'était élevé au poste de trésorier, ministre des Finances. Ce saint pape, tout occupé, comme on sait, de la juste haine contre l'hérésie et du rétablissement de son admirable Inquisition, n'eut que du mépris pour l'administration temporelle de son État, de façon que ce Monsignor Sancy, qui fut trésorier pendant quelques années avant 1572, trouva moyen de laisser à cet homme affreux, qui fut son fils et père de Béatrix, un revenu net de 160 000 piastres, environ 2 500 000 francs, en 1837. François Sancy, outre cette grande fortune, avait une réputation de courage et de prudence, avec laquelle, dans son jeune temps, aucun autre Romain ne put atteindre. Et cette réputation le mettait d'autant plus en crédit à la cour du pape, et parmi tout le peuple, que les actions criminelles que l'on commençait à lui imputer n'étaient que du genre de celles que le monde pardonne facilement. Beaucoup de Romains se rappelaient encore, avec un amer regret, la liberté de penser et d'agir dont on avait joui du temps de Léon X, qui nous fut élevé en 1513, et sous Paul III, mort en 1549. On commença à parler, sous ce dernier pape, du jeune François Sancy, à cause de certains amours singuliers, amenés à bonne réussite par des moyens plus singuliers encore. Sous Paul III, temps où l'on pouvait encore parler avec une certaine confiance, beaucoup disaient que François Sancy était avide surtout d'événements bizarres qui puissent lui donner des péripéties di nueva idea, sensations nouvelles et inquiétantes. Ceci s'appuie sur ce qu'on a trouvé dans ses livres de contes, des articles tels que celui-ci. Pour les aventures de péripéties des Toscanella, 3 500 piastres, environ 60 000 francs en 1837. Et non fu caro, ce ne fut pas trop cher. On ne sait peut-être pas, dans les autres villes d'Italie, que notre sort et notre façon d'être à Rome changent selon le caractère du pape régnant. Ainsi, pendant 13 années sous le bon pape Grégoire XIII, tout était permis à Rome. Qui voulait faisait poignarder son ennemi et n'était point poursuivi.
pour peu qu'il se conduisît d'une façon modeste. À cet excès d'indulgence succéda l'excès de la sévérité pendant les 5 années que régna le grand Sixquin, duquel il a été dit, comme de l'empereur Auguste, qu'il fallait qu'il ne vînt jamais ou qu'il restât toujours. Alors, on vit exécuter des malheureux pour des assassinats ou empoisonnements oubliés depuis 18 ans, mais dont ils avaient eu le malheur de se confesser au cardinal Montalto depuis Sixquint. Ce fut principalement sous Grégoire XIII que l'on commença à beaucoup parler de François Sancy. Il avait épousé une femme fort riche, et telle qu'il convenait à un seigneur si accrédité, elle mourut après lui avoir donné 7 enfants. Peu après sa mort, il prit en secondes noces Lucrèce Petroni, d'une rare beauté, et célèbre surtout par l'éclatante blancheur de son teint, mais un peu trop replète, comme c'est le défaut commun de nos romaines. De Lucrèce, il n'eut point d'enfant. Le moindre vice qui fut à reprendre en François Sancy, ce fut la propension à un amour infâme. Le plus grand fut celui de ne pas croire en Dieu. De sa vie, on ne le vit entrer dans une église. Mis 3 fois en prison pour ses amours infâmes, il s'en tira en donnant 2500 piastres aux personnes en faveur, auprès des 12 papes sous lesquels il a successivement vécu. 200 000 piastres font à peu près 5 millions de 1837. Je n'ai vu François Sancy que lorsqu'il avait déjà les cheveux grisonnants, sous le règne du pape Buoncompagni, quand tout était permis à qui osait. C'était un homme d'à peu près 5 pieds 4 pouces, fort bien fait, quoique trop maigre. Il passait pour être extrêmement fort. Peut-être faisait-il courir ce bruit lui-même. Il avait les yeux grands et expressifs, mais la paupière supérieure retombait un peu trop. Il avait le nez trop avancé et trop grand, les lèvres minces et un sourire plein de grâce. Ce sourire devenait terrible lorsqu'il fixait le regard sur ses ennemis. Pour peu qu'il fût ému ou irrité, il tremblait excessivement et de façon à l'incommoder. Je l'ai vu dans ma jeunesse sous le pape Buoncompagni, aller à cheval de Rome à Naples, sans doute pour quelqu'une de ses amourettes. Il passait par les bois de San Germano et de la Faggiola, sans avoir nul souci des brigands, et faisait, dit-on, la route en moins de 20 heures. Il voyageait toujours seul et sans prévenir personne. Quand son premier cheval était fatigué, il en achetait ou en volait un autre. Pour peu qu'on fît des difficultés, il ne faisait pas difficulté, lui, de donner un coup de poignard. Mais il est vrai de dire que du temps de ma jeunesse, c'est-à-dire quand il avait 48 ou 50 ans, personne n'était assez hardi pour lui résister. Son grand plaisir était surtout de braver ses ennemis. Il était fort connu sur toutes les routes des États de sa sainteté. Il payait généreusement, mais aussi il était capable, 2 ou 3 mois après une offense à lui faite, d'expédier un de ses sicaires pour tuer la personne qui l'avait offensé. La seule action vertueuse qu'il ait faite pendant toute sa longue vie a été de bâtir, dans la cour de son vaste palais près du Tibre, une église dédiée à saint Thomas. Et encore, il fut poussé à cette belle action par le désir singulier d'avoir sous ses yeux les tombeaux de tous ses enfants, pour lesquels il eut une haine excessive et contre nature, même dès leur plus tendre jeunesse, quand il ne pouvait encore l'avoir offensé en rien. « C'est là que je veux les mettre tous, disait-il souvent
avec un rire amer aux ouvriers qu'il employait à construire son église. Il envoya les 3 aînés, Jacques, Christophe et Roch, étudier à l'université de Salamanque en Espagne. Une fois qu'ils furent dans ce pays lointain, il prit un malin plaisir à ne leur faire passer aucune remise d'argent, de façon que ces malheureux jeunes gens, après avoir adressé à leur père nombre de lettres, qui toutes restèrent sans réponse, furent réduits à la misérable nécessité de revenir dans leur patrie en empruntant de petites sommes d'argent ou en mendiant tout le long de la route. À Rome, ils trouvèrent un père plus sévère et plus rigide, plus âpre que jamais, lequel, malgré ses immenses richesses, ne voulut ni les vêtir, ni leur donner l'argent nécessaire pour acheter les aliments les plus grossiers. Ces malheureux furent forcés d'avoir recours au pape, qui força François Sancy à leur faire une petite pension. Avec ce secours fort médiocre, ils se séparèrent de lui. Bientôt après, à l'occasion de ses amours infâmes, François fut mis en prison pour la 3e et dernière fois, sur quoi les 3 frères sollicitèrent une audience de notre Saint-Père le Pape actuellement régnant, et le prièrent en commun de faire mourir François Sancy, leur père, qui, dirent-ils, déshonorait leur maison. Clément VIII en avait grande envie. Mais il ne voulut pas suivre sa première pensée, pour ne pas donner contentement à ses enfants dénaturés, et il les chassa honteusement de sa présence. Le père, comme nous l'avons dit plus haut, sortit de prison en donnant une grosse somme d'argent à qui le pouvait protéger. On conçoit que l'étrange démarche de ses 3 fils aînés dut augmenter encore la haine qu'il portait à ses enfants. Il les maudissait à chaque instant, grands et petits, et tous les jours il accablait de coups de bâton ces 2 pauvres filles qui habitaient avec lui dans son palais. La plus âgée, quoique surveillée de près, se donnant tant de soins qu'elle parvint à faire présenter une supplique au pape, elle conjura sa sainteté de la marier ou de la placer dans un monastère. Clément VIII eut pitié de ses malheurs et la maria à Charles Gabrielli, de la famille la plus noble de Gubbio. Sa sainteté obligea le père à donner une forte dot. À ce coup imprévu, François Sancy montra une extrême colère, et pour empêcher que Béatrix, en devenant plus grande, n'eût l'idée de suivre l'exemple de sa sœur, il la séquestra dans un des appartements de son immense palais. Là, personne n'eut la permission de voir Béatrix, alors à peine âgée de 14 ans, et déjà dans tout l'éclat d'une ravissante beauté. Elle avait surtout une gaieté, une candeur et un esprit comique que je n'ai jamais vu qu'à elle. François Sancy lui portait lui-même à manger. Il est à croire que c'est alors que le monstre en devint amoureux, ou feignit d'en devenir amoureux, afin de mettre au supplice sa malheureuse fille. Il lui parlait souvent du tour perfide que lui avait joué sa sœur aînée, et se mettant en colère au son de ses propres paroles, finissait par accabler de coups Béatrix. Sur ces entrefaites, Roch Sancy, son fils, fut tué par un charcutier, et l'année suivante, Christophe Sancy fut tué par Paul Corso de Massa. À cette occasion, il montra sa noire impiété, car aux funérailles de ses 2 fils, il ne voulut pas dépenser même une bailloque pour des cierges. En apprenant le sort de son fils Christophe, il s'écria qu'il ne pourrait goûter quelque joie que lorsque tous ses enfants seraient enterrés, et que lorsque le dernier viendrait à mourir, il voulait, en signe de bonheur, mettre le feu à son palais. Rome fut étonnée de ce propos, mais elle croyait tout possible d'un pareil homme
qui mettait sa gloire à braver tout le monde et le pape lui-même. Ici, il devient absolument impossible de suivre le narrateur romain dans le récit fort obscur des choses étranges par lesquelles François Sancy chercha à étonner ses contemporains. Sa femme et sa malheureuse fille furent, suivant toute apparence, victimes de ces idées abominables. Toutes ces choses ne lui suffirent point. Il tenta, avec des menaces, et en employant la force, de violer sa propre fille Béatrix, laquelle était déjà grande et belle. Il n'eut pas honte d'aller se placer dans son lit, lui se trouvant dans un état complet de nudité. Il se promenait avec elle dans les salles de son palais, lui étant parfaitement nu, puis il la conduisait dans le lit de sa femme, afin qu'à la lueur des lampes, la pauvre Lucrèce pût voir ce qu'il faisait avec Béatrix. Il donnait à entendre à cette pauvre fille une hérésie effroyable que j'ose à peine rapporter, à savoir que, lorsqu'un père connaît sa propre fille, les enfants qui naissent sont nécessairement des saints, et que tous les plus grands saints vénérés par l'Église sont nés de cette façon, c'est-à-dire que leur grand-père maternel a été leur père. Lorsque Béatrix se résistait à ces exécrables volontés, il l'accablait des coups les plus cruels, de sorte que cette pauvre fille, ne pouvant tenir à une vie si malheureuse, eut l'idée de suivre l'exemple que sa sœur lui avait donné. Elle adressa à notre Saint-Père le Pape une supplique fort détaillée. Mais il est à croire que François Sancy avait pris ses précautions, car il ne paraît pas que cette supplique soit jamais parvenue aux mains de sa sainteté. Du moins, fut-il impossible de la retrouver à la secrétairerie des Mémoriali. Lorsque Béatrix, étant en prison, son défenseur eut le plus grand besoin de cette pièce. Elle aurait pu prouver en quelque sorte les excès inouïs qui furent commis dans le château de Petrella. N'eût-il pas été évident pour tous que Béatrix Sancy s'était trouvée dans le cas d'une légitime défense ? Ce mémorial parlait aussi au nom de Lucrèce, belle-mère de Béatrix. François Sancy eut connaissance de cette tentative, et l'on peut juger avec quelle colère il redoubla de mauvais traitements envers ces deux malheureuses femmes. La vie leur devint absolument insupportable, et ce fut alors que, voyant bien qu'elles n'avaient rien à espérer de la justice du souverain, dont les courtisans étaient gagnés par les riches cadeaux de François, elles eurent l'idée d'en venir au parti extrême qui les a perdues, mais qui pourtant a eu cet avantage de terminer leur souffrance en ce monde. Il faut savoir que le célèbre Monseigneur Guérat allait souvent au palais, Sancy. Il était d'une taille élevée et d'ailleurs fort bel homme. Il avait reçu ce don spécial de la destinée, qu'à quelque chose qu'il voulut s'appliquer, il s'en tirait avec une grâce toute particulière. On a supposé qu'il aimait Béatrix et avait le projet de quitter la Monteletta et de l'épouser. Mais quoiqu'il prît soin de cacher ses sentiments avec une attention extrême, il était exécré de François Sancy, qui lui reprochait d'avoir fort lié avec tous ses enfants. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, j'ai été ravie de vous lire cet extrait. Bon courage pour ceux qui se lèvent et qui travaillent, et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.